Jean-Paul Sartre disait, dans la vie, l'on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce qu'on est. Bienvenue, amis téléspectateurs. Très ravi de vous retrouver encore pour ce talk show de midi. L'équipe est bien installée et surtout, l'équipe est bien boostée. Cet après-midi, encore pour vous conduire à ce talk show. Vous savez qu'à Salatrak, c'est votre émission de midi et ça vous permet de discuter. Vous pouvez apporter vos contributions, vous qui nous suivez à travers la page Facebook de l'émission. Vous pouvez toujours apporter vos contributions, des questions à notre invité. Voilà, vous qui nous suivez via la radio IFM en synchronisation. Nous vous disons bon après-midi. Aujourd'hui, je commence par ma gauche. La dame qui est bien remontée, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui, mais elle est bien remontée. Elle a l'impression de quelqu'un qui veut gifler quelqu'un. Ça risque de ressembler à une image qu'on regarde dans l'avion. Philomène, bon après-midi. Tout ça, là, c'est pour me dire à moi bonjour. En tout cas, bonjour à la DEF et bonjour à tous nos téléspectateurs. Nous sommes contents de les retrouver pour ce deuxième numéro. Il y a beaucoup de choses dans notre capitale, dans notre cité, dans notre ville, dans notre pays qui ne marchent pas. Il y a de quoi être remonté, il y a de quoi s'énerver. Mais bon, le devoir nous appelle et on est là. Le devoir nous appelle, merci. Emmanuel aussi pareil, son visage est bien. Emmanuel, bonjour. Bonjour à la DEF et bonjour à tous nos téléspectateurs. Je pense que c'est toujours un devoir et très heureux d'être là. Doyen, salam alaikum. عليك السلام كيف الحال؟ الحمد لله. نسلم على جماعة كلها تشات كف نسلم عليهم وأنا فرحان جدا يعني قايل في المودودة نلحجوا نلاكشوا في المقدودة والسلام عليك. Salam. Alors, amis téléspectateurs, pour vous, nous avons à cet homme multiples casquettes comme invité. Il est président d'honneur de l'APLFT, il est défenseur des droits de l'homme, il est observateur de la vie politique, il est enseignant-chercheur. Bon, c'est beaucoup, si je me mets à raconter, ça va être long. Mesdames et messieurs, voilà pour vous le professeur Mandonodi Gilbert. Bienvenue, professeur. Bonsoir. Bonsoir à vos téléspectateurs, bonsoir à tout le monde. Et c'est un plaisir d'être sur le plateau de ITV pour apporter ma modeste contribution au débat public sur les enjeux de société et sur les questions qui nous préoccupent tous. Merci, soyez les bienvenus sur le plateau de Electron. Alors Jeff, tu as oublié de mentionner quelque chose. Hein. Peut-être que quand on avait le docteur Mondonoji Gilbert, c'était facile de l'avoir, même après, quand il est devenu professeur, tu vois, ça devient très difficile. Mais Dieu merci, on a pu. Et moi, je ne veux pas redescendre au docteur parce que tout à l'heure, hors micro. Non, c'était juste pour des précisions. Les gens, ils ne peuvent pas savoir l'école, ils ont étudié, il faut respecter le titre des gens quand même. Ah oui. C'est que tu as un âge de la philo, ça va te dépasser. D'accord, pour permettre à la table de prendre une gorgée d'eau, nous prenons une ponctuation musicale et nous revenons. Africa, Africa, que ceux qui ont les oreilles pour entendre l'entendre. L'Afrique se relève. Ça va se sauver. Le peuple se soulève.
et c'est fini. La vie se relève, ça va sauver. Les vents tomber, c'est la condition. Tripoli se relève. Ouattara se réveille. L'Afrique se relève. L'Afrique se relèvera, signé Afrotronics. Entre-temps, c'était Caleb Rimtobay. Maintenant, c'est Afrotronics. Alors, c'est avec cette belle sonorité que nous prenons simplement la direction du buzz après le jingle. Philomène, nous sommes dans ton monde. Actualité oblige, nous allons toujours revenir sur ces cas, sur ce qui se passe actuellement dans notre pays. Et nous avons donc eu le plaisir d'avoir le rapport donc, qui a été déposé par la PLFT. Voilà, leur représentant Amundo a fait donc le rapport de ce qui s'est passé à Mandakao dans le département de la Dodje et précisément de Mbaïnama. Ils ont un peu expliqué ce qui s'est passé, ce qui s'est réellement passé. Le problème est parti donc du fait que c'est un gars, un cultivateur qui, du nom de Alaïsem Silas, qui avait donc défriché son champ entre-temps et puis pour travailler dessus. Or, on avait même fait payer déjà une somme de 500 quelques mille. 520 000 pour son terrain et quelques temps après, le jour où il est revenu pour travailler, le monsieur Aladi, Aladi Bertiwa est venu aussi. Donc le sous-préfet est venu lui demander de pouvoir laisser concéder une partie de son terrain au gars. Et puis lui a dit, mais comment je peux lui concéder? Puis du moment où j'ai défriché, vous m'avez même fait payer, donc je ne peux pas lui laisser ça. J'essaie de paraphraser un peu. Et puis après, il y a eu donc altercation entre eux et le gars a tiré. Le gars qui est venu, le monsieur Aladji a tiré, il y a eu un mort. C'est ce qui a donc soulevé la population et il y a eu donc altercation. Et le rapport nous dit qu'il y a eu donc 42 morts avec 85 arrestations et puis des cas de blessés aussi. Mais actuellement, quand nous regardons aussi, le procureur vient de nous dire que nous avons eu, parmi ces personnes qui ont été arrêtées, il y a donc 3 cas de décès. On ne sait pas dans quelles conditions ces personnes ont été prises. Nous ne savons pas aussi quand les gens ont été apportés. Je ne sais pas s'il y a eu, à ma connaissance, il n'y a pas eu donc une sortie officielle des autorités ni du procureur nous disant qu'il y a eu des arrestations de 85 personnes. C'est maintenant qu'il y a eu des cas de mort qu'on nous dit qu'il y a eu 3 cas de décès. Donc nous avons voulu que le professeur Mandolodi vienne ici parce qu'il est quand même défenseur des droits de l'homme. Il a travaillé pendant longtemps, il est observation politique, qu'il vienne nous dire aussi parce qu'il a travaillé par le passé et on a toujours eu ce genre de conflit agriculteurs-éleveurs, ça a toujours existé, qu'ils viennent aussi un peu nous éclairer notre lanterne pour que nous puissions vraiment aider les Tchadiens aussi, parce que ça va dans tous les sens. Aujourd'hui, nous avons tellement des incitations sur les réseaux sociaux. Bon, on dit les peuples sont morts, il faut que les gens se revoient, il faut ceci, il faut ceci. C'est des gens, c'est des autorités, des gens qui ont occupé quand même des places sur cette nation et qui sont en tête de... Ça va dans tous les sens, donc il faudrait vraiment que nous puissions aussi conscientiser notre population à ce que nous puissions revenir à des meilleurs sentiments et que les autorités prennent aussi leurs responsabilités à la ZIF. Ah, Philomène, tu nous sers une patate encore très chaude que nous allons essayer. Heureusement, nous avons quand même une petite bouteille d'eau sur la table. Ça va nous permettre de faire entrer, mais simplement pour rappeler à tous ceux qui nous suivent que c'est depuis le 14 que à Mbaïnamar, voilà, dans la sous-préfecture de la Dodje, voilà, au village Mandkao,
voilà, un conflit agriculteur-éleveur a fait plusieurs morts et l'affaire est en train de se ramifier, on interpelle, etc. etc. Donc, ça va croissant, grandissant et merci à Philomène de nous ramener et surtout, merci de nous ramener une personne, une voix qu'il faut. Parce que surtout, moi, son titre d'observateur de la vie politique nous enseignera mieux. Alors, professeur, bienvenue. Merci. Encore. Vous avez le sujet, hein? D'accord. C'est sans protocole, hein? D'accord. Mais je voudrais déjà adresser mes sincères condoléances à toutes les familles endeuillées par cet événement dramatique et insoutenable. Parce que voir des enfants, des femmes tués de cette manière est une atteinte grave au principe de la sacralité de la vie. Ouais. Chaque vie compte et toutes les vies comptent. Et malheureusement, Mandakao, ce n'est que la partie visible de l'iceberg des drames que le pays est en train de connaître à travers les conflits intercommunautaires, les conflits éleveurs-agriculteurs. Si nous prenons les statistiques de ces 5 dernières années, à titre même d'échantillonnage, de 2021 à 2025, on a eu 1353 décès suite d'affrontements intercommunautaires, 924 cas de personnes blessées et 1025 maisons détruites dans 23 villages. Rien qu'en 2023, dans les départements des Monts de l'Âme, de l'Anian-Pendé, de Kou-Ouest, pendant pratiquement 3 mois, de fin mars jusqu'à avril-mai, il y a eu 383 décès, 26 227 personnes déplacées et 1025 maisons dans 23 villages qui ont été incendiés, le bétail enlevé. Et 2023, les événements dramatiques, les tueries de 2023 n'ont pas reçu des réponses appropriées de la part des autorités, ni en termes de prise en charge de la population, ni en termes de poursuite des auteurs, des co-auteurs, des complices de ces événements dramatiques. Les gens sont venus attaquer des villages, incendier des villages, tuer des personnes, enlever leur bétail. Et c'est parce qu'il n'y a pas de réponse appropriée de la part des autorités que ce phénomène persiste et continue. Ça fait depuis les indépendances que éleveurs et agriculteurs vivaient en harmonie. On n'a pas connu ce phénomène. Mais ce qui se passe ces dernières années, lorsqu'on essaie d'identifier les causes profondes à partir des facteurs qu'on a identifiés, d'abord, il y a le phénomène de la circulation des armes légères qui fait que aujourd'hui, vous allez dans la plupart des zones rurales, au niveau des ferriques, les éleveurs, les bouviers sont armés. Et ils sont armés par qui? Par des autorités administratives et militaires qui elles-mêmes sont devenues des éleveurs. Et donc, lorsqu'il y a un conflit intercommunautaire ou un conflit qui oppose les éleveurs et les agriculteurs, ces autorités-là sont juges et parties. Revenant sur le cas de Mandakao,
l'élément déclencheur, c'est la gestion du terroir. Un sous-préfet qui reçoit des instructions du préfet pour aller procéder au morcellement d'une partie des champs défrichés par un agriculteur. Et ça a été l'élément déclencheur parce que l'agriculteur en question, c'est une fois que les autorités étaient sur le terrain qu'on l'a appelé pour lui dire, écoute, ta parcelle là, on va prendre une partie l'affecter aux éleveurs et le reste va te revenir. Ça ne s'est jamais fait par le passé. Non. Par le passé, nous avons tous vécu au village par le passé. Quand les éleveurs arrivent, ils s'adressent au chef de village, au chef de canton, qui va leur délimiter un terroir pour dire c'est votre campement. C'était des campements temporaires permettant à ce qu'ils puissent avoir la possibilité de paître leur bétail et le moment venu, ils se retirent pour permettre à ce que les paysans puissent d'abord récolter tout ce qu'ils ont planté avant de revenir pour pouvoir utiliser les résidus du mil ou bien du petit mil qui a été récolté. Or, la situation aujourd'hui n'est pas la même. Et ce qui est surprenant, c'est que lorsque les autorités s'étaient rendues sur le terrain par rapport aux événements dramatiques de Mandakao, les mesures conservatoires n'ont pas été prises. Les premières personnes à être arrêtées ou interpellées, c'est d'abord le sous-préfet et le préfet. Or, ils n'ont pas été interpellés alors que c'est eux qui ont allumé le feu. Ouais. Et donc, ça constitue un réel sujet de préoccupation. Nous allons revenir sur les causes profondes, mais Berem n'a pas été bien géré, Sandana n'a pas été géré. Léo. Tout ce qui s'est passé à Léo, tout ce qui s'est passé à Kelo, tout ce qui s'est passé dans le Guéra, où les communautés se sont affrontées autour des points d'eau et des pâturages, tout ça n'a pas été adressé convenablement pour pouvoir trouver des solutions durables. Mais à partir du moment où ceux qui sont chargés d'appliquer les lois et règlements pour permettre à ce que les deux communautés qui sont complémentaires vivent en harmonie, sont eux-mêmes jugés partis, le conflit va persister et on va continuer à assister à des pertes en vies humaines de manière dramatique. Voilà un peu pour entrer en matière ce que je tenais déjà à dire à ce niveau. Alors, professeur, en vous écoutant faire un peu l'état des lieux, je ne sais pas si vous avez perçu comme moi, mais pour moi, c'est que c'est une mauvaise gestion de toute cette situation qui a commencé depuis un bon bout de temps. On n'a pas accordé d'importance, on n'a pas apporté de solutions idoines. Et avec le temps, les gens ont commencé à se dire, mais si tel en est le cas, est-ce que ce n'est pas mieux que nous-mêmes nous prenons la charge de nous protéger et aujourd'hui, c'est arrivé là. Mais je me pose aussi la question, c'est pourquoi c'est cette situation qu'on veut en faire la plus grande que les autres. Ça, c'est des questions comme ça qui me traversent l'esprit. Et puis peut-être pour te compléter à la diève, moi je me dis, quand nous regardons le rapport, c'est quelque chose, c'est le terrain de la personne. Je ne sais pas si il doit louer ou bien c'est le terrain. Mais vous ne demandez pas à la personne a fini de déchiffrer et puis vous venez lui dire de faire. Et puis pour ça, on tue. Eux, ils sont armés, donc c'est eux qui ont tué la personne et puis la personne réagit. Et maintenant, ça crée tout ce que ça crée là. Pourquoi ça, professeur? Autrement dit, tu achètes ton propre terrain. Ton propre terrain, on te fait acheter sur ton propre terroir. Là où on dit que la terre de tes grands-parents ou tes ancêtres t'ont légué, aujourd'hui, sur ton propre terrain, on te dit d'acheter, tu achètes. Même le gars n'a pas refusé, il a donné une somme de 520 000. Et malgré cela, encore, on vient lui dire, tu prends le 3 quarts, tu donnes le 3 quarts à l'autre et toi, tu prends. Est-ce que c'est sérieux? Où est-ce qu'on est en train d'aller pour ça?
Est-ce qu'on peut un jour arriver à résolver ça? Parce qu'on a toujours crié que le problème conflit agriculteur-éleveur, ça a été toujours les autorités qui existent, qui sont en train de faire ça, qui arment les bouviers. On a toujours déploré cela, mais on n'a pas trouvé de solution. Ça continue à créer ce que ça crée, et voilà ce que nous avons sous la main. Philomène, comme nous nous appuyons de temps en temps sur le rapport que nous avons entrenommé, une partie, le rapport dit il doit partager son champ défrisé d'une superficie tantôt de 7 hectares, tantôt de 5 hectares, en donnant 5%, 5,7 hectares ou 3/3 hectares à Aladi Bertiwa. Voilà, la nouvelle a surpris Allah et à la SM et la population tout entière au point où ils ont opposé une résistance à l'opération, car estiment-ils que le terrain est bel et bien à Alaïsem parce qu'il a été contraint par l'inspection départementale des eaux et forêts. Il faut bien noter, ce qui est des eaux et forêts a versé une somme de 520 000 francs en termes de transactions. Bien, autour de ça, il y a plusieurs dimensions. Oui. Le fait qu'on exige qu'ils paient 520 000, c'est parce que ces dernières années, il y a une pratique où on interdit même aux agriculteurs de défricher leurs propres champs pour pouvoir cultiver. Et donc, on lui a dit pourquoi tu es allé défricher ces champs. C'est en violation, par exemple, de la réglementation sur la protection de l'environnement. Et donc, du coup, il faut payer une amende de 520 000. C'est certainement ce qui s'est passé. Ouais. Wow. Donc, on l'oblige à payer une amende avant de défricher. En défrichant son propre terrain. Son propre terrain. Les gens ne vont plus Voilà. manger là. Et donc, il y a cette dimension. Ensuite, du point de vue de la loi, le préfet et le sous-préfet ne sont pas habilités à distribuer les terres. À distribuer les terres. Il y a dans chaque village, dans chaque sous-préfecture, dans chaque canton, des comités de médiation qui sont mis en place. Quand il y a un conflit, le premier niveau, c'est d'abord ces comités de médiation. Et ces comités statuent sur le litige ou sur la situation, formulent, recherchent des solutions. Et c'est quand ces comités sont dépassés qu'ils passent à un autre niveau. Or, manifestement, c'est le fait du prince. Ici, c'est d'autorité que on va diviser la parcelle du paysan pour pouvoir l'attribuer au chef de ferry ou à l'éleveur en question qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et a eu comme conséquence des cas d'affrontement, de tuerie et autres. Doyen, vous avez parlé... Je voudrais aussi peut-être, suite aux éléments que vous avez donnés, vous avez fait mention qu'il y a eu des cas, cas précédents qui se sont passés. Alors, la question est de savoir à quel moment, ou bien comment ces différents cas ont été gérés. Est-ce qu'on a pu gérer jusqu'à la fin pour que cela serve d'exemple, ou bien on a simplement fait du tapage autour et on a laissé comme ça. Parce que là, au fur et à mesure, on a comme l'impression que ce conflit ne date pas d'aujourd'hui. C'est des choses qui continuent par exister. Et est-ce qu'on a les cas comme Sandana, l'autre que vous avez signalé tout à l'heure au passage, voilà. Est-ce qu'on a pu, l'État a pu quand même gérer pour arriver à un point final pour dire que voici où ce que nous sommes? Prenons Sandana. Qu'est-ce qui s'est passé? Février 2022, un éleveur est retrouvé mort en brousse. Son engin à côté. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et résultat, en représailles, on est venu attaquer les villageois en faisant plus d'une dizaine de morts. Les accusant d'être l'auteur de ce qui est arrivé à l'éleveur. Comme réponse, il y a eu une délégation ministérielle. Les différentes délégations se sont succédées là-bas.
Et la délégation ministérielle, il y avait le ministre de l'administration du territoire, le ministre de la sécurité, le ministre de la communication porte-parole du gouvernement et le ministre de la Défense, je pense, qui se sont rendus sur le terrain. Les auteurs et co-auteurs ont été interpellés. L'affaire, les victimes ont porté plainte en justice, mais on n'a pas eu de suite. Et c'est ça l'impunité qui renforce les gens dans l'idée qu'ils peuvent poser des actes et rien ne va leur arriver. Et c'est l'impunité qui fait le lit de la récurrence des conflits qu'on continue à observer aujourd'hui. Alors Ensuite, que si normalement, si on arrivait à un point, ça devait normalement aider. Alors que là, aujourd'hui, les gens lisent les cas là, pour dire que telle année, il y a eu telle situation et finalement, les ramifications continuent par amplifier la situation. Moi, je pense que on ne peut pas avoir une approche sélective des cas. Un être humain, c'est un être humain. Oui. Qu'il soit Sarah, qu'il soit Peul, qu'il soit Gouran, Zakawa, un être humain, c'est un être humain. Et à partir du moment où on part de ce postulat-là, chaque cas, que ce soit une personne ou deux personnes ou trois personnes qui sont mortes, on doit adresser la situation et la justice doit s'appliquer de la même manière, de façon à ce que ça sert d'exemple pour ne pas que les gens aient à répéter les mêmes situations. Alors, malheureusement, la justice ne joue pas fondamentalement son rôle et vu que certaines autorités, comme je l'ai tantôt indiqué, sont jugées parties, les affaires, même en justice, ne prospèrent pas, il n'y a pas de suite. Et pire, à chaque fois, on s'attaque aux causes conjoncturelles, sans s'attaquer aux causes structurelles de ces conflits intercommunautaires. Par le passé, la législation qui existe sur, par exemple, les couloirs de transhumance et autres, date d'avant l'indépendance. Cette législation n'est pas mise à jour. Pour pallier à cela, il y a quelques années, il y a eu un grand forum national qui a permis d'adopter ce qu'on appelle la convention de Laukasi, qui est dans le département de la Dodje, dans le Logone occidental également. La convention de Laukasi devait apporter des réponses et constituer un palliatif à la législation qui date de 1959 et qui n'a pas permis de résoudre ces problèmes. Malheureusement, cette convention n'est pas appliquée. Et je parlais des causes structurelles. Les causes structurelles, aujourd'hui, la démographie a augmenté. À l'époque, avant 1959, à partir des premières années de l'indépendance, la population tchadienne, c'était autour de 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est à 15 millions. Il y a la pression démographique, il y a la pression sur les ressources, il y a les effets du changement climatique qui font que les éleveurs sont amenés et aller en profondeur dans la partie méridionale pour pouvoir paître leur bétail. Ce qui n'était pas un problème à l'époque parce que les gens vivaient en harmonie, en bonne attente quand ces éleveurs arrivent dans les villages. C'est en concertation avec les chefs de village, les chefs de canton et autres, et il n'y avait pas de problème. Mais le problème a surgi à partir du moment où les autorités administratives, militaires elles-mêmes deviennent des éleveurs et qui arment les bouviers qui vont paître leur bétail parfois dans les champs. Plus récemment, il ne faut pas avoir la mémoire courte. En 2023, il y a eu le drame où des paysans venus réclamer l'arrestation de l'un des leurs à Krim ont été massacrés. Donc il y a plusieurs cas et je pense que si le gouvernement ne prend pas cette affaire en main, en recherchant, en s'attaquant aux causes profondes, en proposant des solutions structurelles, la cohésion sociale qui est déjà effritée risque d'être difficilement... le lien social va se disloquer et la problématique de la construction nationale va rester un sujet
un véritable défi. Et je me demande pourquoi le médiateur ne prend pas en main cette question. Voilà. Pourquoi la médiature ne prend pas en main cette question? Est-ce que peut-être ça dépasse l'envergure de Ça la ne médiature? dépasse pas On ne sait l'envergure. L'une des choses à faire, c'est déjà faire l'état des lieux de tous ces cas passés, au moins ces 5 dernières années. Sandana, BRM, un peu Léo, partout, Léo, dans le Guéra, Abéché, tout ça. Kouri-Bougoudi, faire l'état des lieux pour pouvoir identifier les cas, faire la typologie et rechercher les racines et proposer des solutions. mettre les gens devant leurs responsabilités. Alors, devant leurs responsabilités. Et les institutions même ne s'attaquent pas en dehors de la médiature. Vous avez l'Assemblée nationale, vous avez le Sénat. Ils doivent mettre soit une commission d'enquête ou bien une mission d'information pour pouvoir documenter ces cas-là et prendre même des mesures d'ordre législatif à ce sujet. Et j'espère qu'ils vont le faire parce que ce n'est pas encore tard. Malheureusement, professeur, nous constatons que cette situation est en train d'ouvrir la vanne à plusieurs apologies, à plusieurs récupérations, que ce soit politique, que ce soit... Les gens cherchent à travers cette situation à s'affirmer, à se faire un nom, à se faire entendre. Aujourd'hui, on voit les gens qui se lèvent, qui tiennent des propos du genre, comme c'est les Peuls qui sont morts, les télés n'en parlent pas, les radios n'en parlent pas, comme c'est les tels, et ça va dans tous les sens. Comment faire, par exemple, pour amener les autres à considérer, mais aussi à respecter le déni? Parce que c'est des Tchadiens qui sont morts, parallèlement à ceux qui sont morts, il y a leurs proches qui subissent encore cette douleur. Comment arriver à faire comprendre aussi à ces personnes-là? D'abord, il faut arrêter l'instrumentalisation de la situation. Il faut arrêter la stigmatisation des communautés d'accueil. En disant ce sont les Saras, ce sont les Gambaïs, ce sont les Peuls. Il faut arrêter la stigmatisation. Comme je l'ai dit, chaque vie compte et toutes les vies comptent. Ce qui s'est passé dans le Logone occidental, s'est passé dans le Guéra, s'est passé dans le Moyen Chari, les 2 Mayo-Kébi. Donc, aucune partie du Tchad n'est épargnée par ce phénomène de conflit éleveurs-agriculteurs, d'affrontements intercommunautaires ou intracommunautaires. Le gouvernement ou les autorités n'ont aucun intérêt à continuer à ce que cette stigmatisation, cette approche sélective, cette approche d'indexation de tel ou tel groupe, de retour au communautarisme, ils n'ont aucun intérêt à ce que la situation persiste. Et malheureusement, dans les discours, même des gens qui sont censés apaiser la situation, moi j'ai eu la chair de poule quand j'ai écouté certains ministres même qui sont allés sur le terrain, qui sont revenus et qui n'ont fait que stigmatiser les communautés. Du point de vue du droit, la responsabilité est personnelle. La responsabilité pénale, elle est personnelle et individuelle. Ce n'est pas parce que des personnes ont été impliquées dans ces cas de tuerie-là que c'est toute la communauté, c'est toute la province, c'est tout le canton qui est concerné. Donc moi je pense que des mesures conservatoires doivent être prises, des mesures de protection des populations. Aujourd'hui, les gens ont fui les villages. Or, c'est la période des pratiques agricoles. Et le risque, c'est que s'il n'y a pas une démarche d'information, de sensibilisation, pour amener ces personnes-là à revenir dans leur milieu de résidence, il va y avoir d'autres crises à gérer. Parce qu'ils ne vont pas produire et ça va aggraver la situation. On a aussi appris, et ce n'est dans l'intérêt de personne, que suite à la stigmatisation de la communauté, les gens ont eu recours aux pratiques traditionnelles pour dire que il ne faut pas communiquer avec l'autre communauté. Il ne faut pas vendre. Il ne faut pas vendre, il ne faut pas vendre, il ne faut pas acheter avec les autres communautés. Ça prend alors d'autres formes. Ça s'est passé à Bébidja et j'ai encore des souvenirs. Hein. C'était désastreux. Moi, je pense. Or, c'est des communautés complémentaires. Très complémentaires. Très complémentaires.
Moi, j'ai aimé l'approche selon laquelle le professeur a déploré le fait que si le gouvernement ne fait rien, nous allons aller en pièces détachées. Et il a parlé, n'est-ce pas, de l'impunité, justement. L'impunité ici au Tchad est dans toutes nos assiettes. Et c'est la lecture que je fais. Le gouvernement semble minimiser l'ampleur de ce qui se passe et de ce qui est en train, n'est-ce pas, d'être planifié. Si nous citons, n'est-ce pas, comme il a évoqué tout à l'heure, tous les massacres qui ont eu lieu, les auteurs, les co-auteurs, les complices n'ont jamais été inquiétés. Mais moi, je crois que nous sommes en train d'entretenir, n'est-ce pas, un volcan. Et ce volcan, quand il va commencer à crépiter, à cracher, moi, je crois que, je ne sais pas, si, maintenant que le gouvernement ne fait rien, mais si ce volcan crépite, non, il ne faudrait pas qu'on pousse les gens au dernier retranchement. Nous avons vécu ensemble avec, n'est-ce pas, les éleveurs. Nous avons vécu ensemble, les éleveurs ont toujours vécu avec les agriculteurs. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas une nouvelle donne, mais on ne transige pas l'histoire. Non, moi je crois que les gens nous poussent, du moins poussent les populations à réécrire l'histoire, pas de la bonne manière. Pas de la bonne manière. Qu'est-ce qui empêcherait, moi je l'ai dit les jours passés, le gouvernement a toutes les possibilités de faire en quelque sorte que nous n'ayons pas de massacres en plus. Parce que, en fin de compte, c'est le Tchadien qui est mort, c'est la Tchadienne qui est morte, c'est l'enfant tchadien qui est mort. Voyez-vous? Donc moi j'estime quand même que des solutions vraiment profondes devaient être trouvées pour que nous puissions arrêter un peu de pleurer. Alors, je reviens avant que... dans le rapport, la personne qui serait à la cause, c'est le sous-préfet, sous l'ordre du préfet. Mais jusqu'à là, il n'a jamais été inquiété, il n'a jamais été interpellé parce qu'il a reçu l'ordre de son supérieur. Les deux n'ont jamais été inquiétés. Toutes les délégations qui descendent en investigation ou bien en enquête sur place, c'est lui qui donne des interviews, etc. Aladjev, comment voulez-vous, sous-préfet qu'il soit, préfet qu'il soit, au lieu d'être le préfet, au lieu d'être le sous-préfet, mais est plutôt un éleveur. Mais quand il est éleveur et que, n'est-ce pas, son bétail n'a pas brouté, mais du coup, il perd, n'est-ce pas, les repères d'être préfet, d'être sous-préfet, et il devient... Mais moi, je ne sais pas si ces gens réalisent qu'ils sont le représentant, n'est-ce pas, du gouvernement. Ouais. Ils devraient, n'est-ce pas, aider à ce que nous puissions trouver des solutions au premier niveau, au deuxième niveau, j'allais dire au troisième niveau. Mais qu'est-ce qu'on fait? On dit, on accuse. Comment tu peux être un administrateur, tu te mets, n'est-ce pas, en posture d'accusation et tu indexes les gens. Moi, je crois que c'est vraiment une très mauvaise démarche. Ouais, la question qu'on se pose même, est-ce que ces administrateurs dont vous parlez, est-ce qu'ils sont vraiment sortis de nos écoles d'administration, est-ce qu'ils sont sortis de l'ENA? Parce que quelqu'un qui a été formé, qui connaît son travail, ne peut pas être à la fois l'autre agriculteur. Mais Philomène, moi je te dis tout de suite maintenant, que ces gens que tu dis formés, ils sont sous l'ennemi là. Ouais. Ils sont sous l'ennemi en train de prendre un verre de thé. Je ne sais même pas s'ils réalisent qu'ils ont été formés pour travailler pour le pays. Et puis l'autre question, comment je voudrais poser tout à l'heure, professeur, est-ce que vous avez fait un tour quand même, comme vous êtes observateur avec vos différents titres, est-ce que vous avez fait un tour quand même pour voir là où ces personnes ont été, les 85 personnes qui ont été arrêtées et dont nous venons de perdre 4 personnes, ça veut dire qu'il reste 81 personnes qui sont arrêtées. 84 détenus, 3 morts, donc ça veut dire qu'il ne reste que 80...
C'est 4 morts. C'est 4 morts. Donc ça veut dire qu'il reste 80. Voilà. Mais si chaque une semaine on en perd 4, On te fait dire qu'ils ne sont pas en arrestation, mais ils sont déportés ici pour leur sécurité. pour leur sécurité, ils en meurent. Est-ce que vous êtes partis les voir? Ils sont dans quelles conditions? Qu'est-ce que les parents vont faire là-bas? Maintenant, ceux qui sont les 4 qui sont morts, est-ce qu'ils permettront à ce que leurs parents viennent prendre le corps pour aller faire le deuil? Comment ça va se passer concrètement? Ça, c'est trop de choses Ok, mélangées. vous quand savez, c'est hier, à travers le point de presse du procureur, que officiellement, on sait que ces personnes ont été transférées et détenues ici à N'Djamena. Et ce que je veux souligner, c'est que de la même manière que la vie humaine est sacrée, toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité soit établie. Donc ces 85 personnes-là, les 80 personnes maintenant, 81, sont présumées innocentes. Elles sont présumées innocentes. Jusqu'à ce que... Dans ce cas, reste à jusqu'à ce savoir que même on où les est-ce qu'on les a posés, parce qu'on Certaines connaît un personnes peu disent comment dans la des prisons, situation. Donc on ne sait pas. Oui. C'est pour ça que Ben, nous c'est à partir de faisons- maintenant qu'on va chercher à savoir où est-ce qu'elles sont gardées. Malheureusement. Parce que, professeur, C'est dommage, on n'a jamais appris, comme vous l'avez dit, qu'ils sont déportés ici. C'est vrai que dans les propos du ministre, il a donné le nombre exact. Parce qu'il a parlé de 84 personnes détenues dans cette affaire. Pourquoi on parle plus de Masra Succès que les autres? Là, le ministre l'a dit sur une chaîne, on l'a appris, mais on ne sait pas s'ils sont détenus ici ou ailleurs. Le procureur n'a jamais fait un point de presse sur ça, mais c'est quand il y a des morts que le procureur sort pour faire un point de presse. Ça bouleverse un peu la pensée des gens autour de cette histoire. Mais vivement que la lumière soit faite et que nous revenons à des meilleurs sentiments, parce que nous vivons dans un seul pays et on va toujours le redire et le dire, le Tchad est un et indivisible. Qu'il soit Peul, qu'il soit Sarah, ils sont tous Tchadiens. Parce que, doyen, quand on ouvre les réseaux sociaux, jusqu'à même un haut gradé de l'armée s'attaque par exemple à une ethnie, le professeur l'a dit, c'est vraiment de la stigmatisation. Si tu es de cette ethnie et que tu es à distance, mais tu ouvres ton téléphone et tu te vois insulter, rabaisser, de fois ça Ce n'est fait... pas l'ethnie, c'est toute une communauté. C'est toute une communauté, voilà. Ça fait renaître en toi ce qui n'a jamais existé. Et toutes ces choses-là continuent et chaque jour, ça vient d'autres, ça vient d'autres. Franchement, ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Tu le Vous dis, avez évoqué Masra, j'en profite. Masra ne doit pas se retrouver en prison. Il n'a rien à faire là-bas en prison. Et le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a dit que l'affaire est politique. ouais. Si l'affaire est politique, moi j'exhorte celui qui l'appelle toujours son frère, le président de la République, à le libérer. Il est là. On peut le convoquer en justice en le laissant en liberté chez lui. Est-ce qu'il a les moyens de fuir? Il a les moyens de quitter. Et le lien qu'on établit avec ce qui s'est passé, c'est un lien d'abord du point de vue du droit. Je reviens sur la question. Ces avocats l'ont dit, mais je suis juriste, je peux le répéter. Ouais. D'abord, même si c'est par rapport à ces déclarations faites il y a 2 ans auparavant, ces déclarations ont été faites dans un contexte où, par la suite, il y a eu un accord de réconciliation. Ensuite, une loi d'amnistie. Il y a un principe fondamental en droit qui n'a pas été certainement évoqué. Le principe non bis idem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas juger la même chose 2 fois. Ou poursuivre une personne pour les mêmes faits 2 fois. Même si en son temps l'infraction était établie, cette infraction-là a été effacée par la loi d'amnistie. Donc on ne peut pas recourir à cette infraction 2 ans après pour pouvoir l'inculper et le détenir. Donc vraiment,
il n'a rien à faire. S'il y a d'autres affaires, d'autres raisons, ça c'est du point de vue politique. Il faut qu'on trouve des solutions politiques. Mais établir un lien avec ce qui s'est passé en Mandakao, c'est vraiment tirer Forcer un alliage. forcer un alliage entre le fer et l'argile. Donc cet alliage ne tient pas. Parce qu'il faut examiner les éléments constitutifs de l'infraction. L'élément matériel, l'élément moral et l'imputabilité. Hein. Est-ce que la justice va nous le dire, mais en attendant, il faut qu'on le laisse même en liberté provisoire. Il ne mérite pas. On fait la paix, on dialogue à deux. Et je pense que les autorités actuelles ont le mérite de le laisser en liberté et de dialoguer. Voilà le message que je voulais. Merci, professeur. Doyen, en une seconde. Ouais, tu as soulevé quelque chose de très important. Est-ce qu'il est permis à un agent de sécurité, à ce que je le sache, de se pavaner dans les injures? C'est interdit. Voilà. Je te réponds que c'est interdit. Il y avait une décision qui a circulé interdisant toute personne de l'armée. Ils sont apolitiques. Voilà, des prises de parole sur Facebook, tout ça, c'était proscrit. L'exemple était ce jeune stagiaire policier qui a perdu complètement. Donc, je ne pense pas qu'on va faire l'exception avec ce monsieur. Alors, nous excusons, nous allons simplement courir rapidement pour les quelques secondes qui restent à la découverte avant de revenir conclure. Emmanuel, désolé. L'actualité oblige, on ne peut rien faire. Moi, je voudrais aussi, à la suite de ce que nous avons fait, attirer notre attention sur un danger qui nous guette aussi, mais que peut-être nous ne mesurons pas. Mais si nous ne faisons pas attention, ça va ressembler aussi à ces cas de situations dont le professeur vient de parler. Il y a quelques années en arrière, quand c'est les grandes vacances, on a comme l'impression, on sentait que les enfants, les élèves avaient de la peine à se séparer. Parce que c'est les grandes vacances, chacun va aller de son côté. Et les jeunes ne veulent plus se séparer à cause de ce qu'ils ont tissé des liens à l'école. Mais depuis ces derniers temps, quand on annonce les grandes vacances, c'est des bagarres rangées. C'est des bagarres rangées. Je ne sais même pas pourquoi. Parce que telle personne a eu une bonne note mieux que moi. Parce que tel m'a insulté au début de l'année. On a commencé en octobre, on arrive en mai, mais on traîne ce qu'on a eu comme injure depuis le début de l'année pour arriver à vouloir régler des comptes vers la fin de l'année. Alors, des jeunes qui s'organisent de telle école, qui partent pour se battre avec d'autres. Alors, d'où est-ce que ces choses-là ont commencé à prendre place? Et c'est tellement dommage. Je me dis que ça aussi, c'est des phénomènes, c'est des fléaux. Si nous ne faisons pas attention, c'est pas simplement, il n'y aura pas simplement des affrontements entre éleveurs et agriculteurs. Malheureusement, il y a des affrontements inter-établissements, inter-écoles. Et c'est dangereux. C'est un peu à la partie sur cet élément que je veux simplement avoir un avis du professeur dessus. Et puis, je vais m'arrêter là parce que c'est une découverte. C'est la dislocation du lien social où on a ces 20-30 dernières années exacerbé les clivages ethniques, les clivages religieux, les clivages régionaux pour pouvoir diviser les gens. À l'époque, il y a tout un mouvement ici à N'Djamena, moi je ne suis pas l'ami Forotin, mais il y a tout un mouvement qui subsiste jusqu'à aujourd'hui. Le Lingi, qui a permis à ce que les gens, au-delà de leur appartenance, tissent des liens d'amitié qui vont au-delà des décennies. Ce Lingi n'existe plus aujourd'hui. Les gens sont regroupés dans leur quartier, les gens sont regroupés même
vous avez les habitations, c'est par groupe communautaire. Et il n'y a pas des espaces de rencontre, il n'y a pas des espaces de dialogue. Et tout ça a été renforcé par le fait que le pouvoir politique ne crée pas les conditions de construction d'un lien social national. Vous prenez les différentes institutions, les différentes structures pour pouvoir construire le lien national. Il faut s'identifier aux institutions. Vous prenez l'armée, vous prenez l'administration, vous prenez le gouvernement, vous prenez l'administration territoriale. Les gens ne se reconnaissent pas, toutes les communautés ne se reconnaissent pas. Et on joue sur ça. La politique de diviser pour régner. Or, être décideur, c'est plutôt construire, faire ce que John Rawls appelle un consensus par recoupement. Prendre les éléments qui peuvent nous unir et, à partir de ces éléments-là, construire une identité nationale. Or, cela ne se fait pas. Au contraire, on joue sur les différences pour pouvoir mieux asseoir sa gouvernance. Et ce qui est une approche très dangereuse et qui menace la paix, la cohésion nationale et la coexistence pacifique. C'est dommage. Et on doit repenser les choses autrement. On doit repenser les choses autrement. Merci beaucoup, professeur, d'être passé. C'était très instructif, tout ce que nous avons reçu. Merci au doyen, merci à Emmanuel, merci Philomène. Professeur, vous avez un bonjour depuis le Cameroun. C'est Modeste Mbaye-Ornom qui dit bonjour Électron TV, je vous salue depuis le Cameroun. Mais je salue particulièrement mon grand frère Gilbert Mwaoundonoudi. Voilà, il profite de notre plateau et salue son grand frère. Il y a tout ce Jacques qui dit Salam Dief, bonne émission. Nous voulons simplement vous laisser réfléchir à cette pensée de Robert Williams qui dit peu importe ce qu'on pourra vous dire, les mots et les idées peuvent changer le monde. Peu importe ce qu'on vous dit, les mots et les idées peuvent changer le monde. N'oubliez pas, travaillons Philomène. Mais en même temps, vous permettez, les mots sont des pistolets chargés. Et les gens, en utilisant les mots, en accentuant les clivages, en tentant d'instrumentaliser la situation, peuvent détruire. Voilà. Une très belle conclusion. Gardons le chat debout. Au revoir.